Vous retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, on parlera de paix et de guerre avec Martin Motte, historien, et Père Bernard Bourdin, théologien, professeur en théologie politique. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Notre émission, vous le savez, est autant regardée par des spectateurs européens que par des spectateurs africains que je ne me lasse jamais de saluer. Et je vais avoir ici une réaction d'Européens qui va paraître d'une naïveté infinie pour tous les autres. Depuis le conflit en Ukraine, nous avons découvert que la guerre n'avait pas disparu et qu'elle peut s'inviter au beau milieu de l'Europe. Et voilà que son irruption force nous autres chrétiens appartenant à de vieilles nations habituées à la paix, à nous reposer de très anciennes questions. Est-ce qu'il est légitime de faire la guerre ? Est-ce que nous y sommes prêts ? Et quelle attitude doit avoir le chrétien face à la guerre ? Pour répondre à ces questions, deux invités, le père Bernard Bourdin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dominicain et vous êtes professeur de philosophie politique à l'Institut catholique de Paris. Et puis Martin Motte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études et vous êtes le responsable du cours de stratégie à l'École de guerre. Vous êtes parfaitement adapté pour cette émission et c'est à vous que je vais poser la première question puisque vous enseignez à l'école de guerre. C'est quoi la guerre ? C'est un usage systématique de la violence à des fins politiques. Vous pouvez avoir un usage ponctuel de la violence à des fins politiques, mais on appellera ça plutôt le terrorisme. Vous pouvez avoir un usage de la violence non politique, c'est la bagarre d'ivrogne. Vous pouvez avoir un usage systématique de la violence à des fins non politiques, c'est la lutte de clans pour un trafic de drogue. Et on parle de guerre des gangs, on se rapproche quand même de la guerre, mais s'il n'y a pas de but politique, c'est-à-dire s'il ne sont pas impliqués les rapports d'allégeance, de fidélité, etc., entre hommes, alors il est difficile de parler de guerre. Donc on retrouve dans cette définition l'idée un peu ancienne qu'il y aurait deux modes d'interaction entre les nations, la diplomatie et la guerre, quelque chose comme ça, quoi. À ceci près que Clausewitz disait que sous l'Ancien Régime au moins, la guerre était une forme de diplomatie un peu plus tendue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que la diplomatie cesse pendant la guerre. Oui. Même dans la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu des négociations discrètes par des canaux détournés entre Hitler et Staline, par exemple. Donc la diplomatie ne s'arrête pas absolument quand les armes parlent. Est-ce qu'il y a une histoire de la guerre ? Je veux dire, il y a évidemment une histoire de l'armement, peut-être, enfin j'espère d'ailleurs, une histoire de la stratégie, parce que ça dépend évidemment de l'armement. Mais est-ce qu'il y a une histoire de la guerre ? Est-ce que c'est toujours le même choc de deux armées, ou est-ce qu'au contraire c'est beaucoup plus compliqué ? Il y a toujours des principes communs à toutes les formes de guerre. Les principes de la guerre sont pérennes. On peut les retrouver, comme vous lisez Sun Tzu, vous avez des principes qui sont encore applicables. Donc Sun Tzu, c'est le... On est au 5e siècle voilà. avant Jésus-Christ, quelque part entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça ne change pas pour les principes et pour la définition. Ça change considérablement dans les façons de l'exercer. Et contrairement à ce qu'on pense souvent, ce n'est pas la technique seule, et peut-être pas même prioritairement la technique, qui pilote le changement des formes de guerre. C'est d'abord le changement du substrat sociopolitique. Typiquement, ce n'est pas la même chose de se battre avec une armée de soldats citoyens sous Athènes ou une armée de chevaliers au Moyen-Âge, où là la guerre est restreinte à un petit groupe social. Retour à la conscription à partir de la Révolution française, retour à l'armée de métier depuis quelques décennies. Donc vous voyez, c'est vraiment le substrat politique est un petit peu la clé de tout ça. Mmh. Pour un chrétien, la guerre, c'est une vieille histoire, j'ose dire, parce que dans les textes, déjà dès l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a cette idée que les êtres humains se font la guerre et que le but aussi de Dieu, c'est de faire la paix entre eux. Est-ce que c'est vrai ? Sur le principe, oui, évidemment, c'est vrai. Pour un chrétien, il est difficile d'admettre que le but recherché d'existence ne soit pas la paix, ça va de soi. Mais il n'y a pas non plus une vision naïve de la paix. Songeons par exemple avec cette parole du Christ lorsqu'il dit que je ne suis pas venu porter la paix, mais la guerre, en tout cas les conflits, au sein même des familles. Oui. Donc la conflictualité fait partie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la guerre d'ailleurs, mais la conflictualité, disons dans sa globalité, fait partie de la logique de l'incarnation. Donc il faut en tirer les conséquences. Et le royaume de Dieu commence ici-bas dès maintenant, mais il est toujours à construire et il n'est donc pas encore achevé, et au point même que les chrétiens sont appelés à affronter avec
leurs concitoyens qu'ils ne sont pas, les conflits, voire les guerres de ce monde. C'est un immense sujet. Autrement dit, comment est-ce que dans la vie chrétienne, ou la vie évangélique même plus précisément, nous sommes capables d'intégrer ce que j'aime bien appeler le tragique dans l'histoire. Il y a toujours du tragique. Et si l'homme est marqué par le péché originel et qu'il est aussi appelé à la grâce, au salut, donc il n'y a pas de destin, mais il affronte forcément le tragique dans l'histoire. Donc ce n'est pas un roman à l'eau de rose, l'existence humaine, et y compris chrétienne. Est-ce que vous diriez que la guerre, c'est une sorte de sous-produit du péché, si on peut dire, enfin, ou de conséquence du péché? On peut le prendre comme ça, on peut en faire une lecture théologique de cet ordre-là, que la sortie du mythe du Jardin d'Éden fait qu'il y a de l'histoire, ce qui est positif en soi, mais dès lors qu'il y a de l'histoire, on est affronté forcément à la disharmonie dans ce monde et à la conflictualité. On le voit bien dans la Bible, c'est très clair, dans le Premier Testament, puis même d'abord dans le Premier Testament, quand on voit les guerres. C'est un ouvrage immense de relations internationales, d'ailleurs, la Bible. Exactement. Exactement. Le Moyen-Orient compliqué dont parlait le général de Gaulle est déjà dans le Premier Testament. Oui. Dans le deuxième, c'est moins explicite parce qu'il est beaucoup plus concis. Mais il y a quand même l'affrontement. Il y a l'affrontement. Alors, on peut prolonger un peu plus, si vous le voulez bien. Songeons à Augustin. C'est Augustin qui, et ça va être la grande préoccupation d'ailleurs de bien des chrétiens, et Augustin en particulier, puisque critique leur est adressée, selon laquelle, au fond, ils ne seraient pas des citoyens loyaux, au fond, ou peu sûrs, par rapport aux païens qui, eux, sont vraiment des fidèles de l'empereur et sont de tous les combats, en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle Augustin a introduit un enseignement en fait, qui lui vient déjà de Cicéron, qui est le fameux enseignement de la guerre juste. On va y revenir. Mais je pense qu'on va y revenir. Absolument. Le seul point où je m'arrête là, mais c'est la question de savoir est-ce qu'un chrétien joue le jeu du civisme au sein même de l'État, de la nation dont il fait partie. Et à mon avis, la première affaire de la guerre juste, au départ, c'est ça, en fait. Ça, c'est très important parce que ça va aussi nous conditionner notre deuxième partie d'émission, qui est la question de la paix et la question de la désobéissance civile à la guerre. Mais on va revenir à cette question de guerre. Alors, il faut dire qu'on enregistre un peu avant la diffusion de cette émission, donc on ne sait pas ce qui va advenir de la guerre en Ukraine, donc on va être très prudent là-dessus. Mais est-ce qu'on peut dire globalement que la guerre en Ukraine change, qu'il y a un changement dans cette guerre par rapport à l'image de la guerre qu'on avait? On a vécu en Europe occidentale depuis des décennies sur l'idée que la guerre appartenait au passé. Oui. C'était une aberration, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'Afrique, l'Asie ne sont pas, et l'Amérique latine ne sont pas du tout indemnes de la guerre. Donc en fait, il y a une toute petite partie de l'humanité qui, pour la première fois depuis les origines des temps, traverse une période de paix de plusieurs décennies. Ça s'était absolument jamais vu. Et c'était exceptionnel. Et donc, je crois que la guerre en Ukraine, c'est le retour au réel et c'est le retour du réel. Au fond, on a vécu quand même, pour des tas de raisons historiques, mais aussi pour des raisons idéologiques. On est quand même ici dans un rousseauisme, disons, qui a été réactivé par mai 68, par l'anthropologie. Très intéressant, par exemple, les études préhistoriques. Les préhistoriens, dans les années 70-80, ont évacué complètement la question de la guerre préhistorique, parce qu'il était présupposé qu'avant l'invention de la propriété, l'homme était non violent. Puis en fait, on se rend compte que c'est pas vrai du tout. Il y a des découvertes qui le montrent. Et donc, depuis les années 80-90, il y a un tournant. Mais si vous voulez, on a cru, je cite le penseur catholique Donoso Cortés du 19e siècle, Donoso Cortés disait les hommes de notre époque sont bien extravagants, ils ne veulent pas croire à l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, c'est une vérité de dogme mais pas vérifiable historiquement, mais par contre ça ne les dérange pas de croire à l'Immaculée Conception de l'homme alors qu'on peut vérifier tous les jours que ça ne marche pas. C'est effectivement c'est une jolie idée. Mais alors quand même, on a l'impression, et on a entendu que la surprise, c'est que cette guerre en Ukraine réactivait finalement une forme de guerre qu'on croyait disparue. C'est vrai que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, disons depuis les années 80, on est plutôt habitué à des guerres, à des sortes de guérillas, c'est-à-dire des choses où on n'est pas dans de la bataille rangée, etc. Est-ce que c'est quand même pas une surprise, ça ?
C'est une surprise parce que c'est en Europe, mais en réalité, la guerre dite de haute intensité n'a pas cessé. Après 1945, il y a eu la guerre de Corée, il y a eu la guerre du Vietnam, il y a eu la guerre Iran-Irak, donc les guerres d'Afrique. Donc ça n'avait pas du tout disparu, mais nous pensions que ça avait disparu de notre horizon à nous. Mais quand même, cette idée que, parce que c'est vrai que la guerre, prenons un exemple, justement les guerres du Vietnam, on a aussi l'impression qu'il y a une forme de, on joue au chat et à la souris, c'est-à-dire qu'il y a une puissance occupante et puis une puissance qui essaie ou disons un peuple qui essaie par des actions plus ponctuelles, mais là on a vraiment l'impression qu'on est sur presque des lignes de front, enfin c'est un peu comme, alors vous êtes spécialiste de la guerre de 14, donc ça ressemble un peu à ça, quoi. Ça ressemble à une sorte de front qui fluctue, qui avance et qui recule. C'est un peu bizarre comme... Oui, mais attention, là on a une image assez romantique et faussée des guerres de l'Indochine et du Vietnam, parce qu'enfin la guerre d'Indochine des Français se finit par Dien Bien Phu, qui est une bataille avec des armées régulières de part et d'autre, avec des divisions constituées du côté Viet Minh, dont une division d'artillerie, donc c'est pas du tout... La guérilla engluait l'essentiel des forces françaises au bénéfice donc de cette armée régulière vietnamienne qui a fini par porter le coup de grâce à Dien Bien Phu. Mais il y a aussi des épisodes qui se concluent donc de guerres de haute intensité. Et de même dans la guerre du Vietnam des Américains. Donc on a une vision là aussi romantique, parce que le guerrier héros finalement c'est romantique, mais c'est pas la réalité. Vous êtes sur KTO Radio et vous écoutez La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, on parle de la paix et de la guerre. Vous êtes d'accord ? On était romantique ? C'est fort possible. Moi, ce que je voudrais d'ailleurs ajouter à ce propos, en consonant tout à fait d'ailleurs avec ce que vient de dire M. Motte, au sujet de l'Europe, je reviens sur le contexte spécifiquement européen de la disparition de la guerre. Je pense qu'il faut introduire un paramètre que je qualifierais d'historiographique, c'est-à-dire un paramètre qui a faussé complètement le rapport à la guerre et à la paix, puisque c'est forcément l'un lié à l'autre. Ça a été la lecture que nous nous sommes faite de la construction européenne. Ah oui. Et qui a consisté à dire, grosso modo, que l'Europe est cause de la paix. Ce qui est totalement faux. Car l'Europe est une conséquence de la paix. D'abord, c'est du pur bon sens, puisqu'il a bien d'abord fallu qu'il y ait l'armistice de 1945 pour que la guerre cesse, et ensuite que les États, notamment au moins de l'Europe de l'Ouest, puissent construire quelque chose de commun. Et il y avait notamment deux pays qui s'étaient fait la guerre pendant trois reprises, vous m'avez compris, c'était bien sûr l'Allemagne et la France. Et on ne voit pas très bien comment ces deux nations aurait pu, on ne voit pas très bien comment l'Europe aurait pu se faire si ces deux nations ne s'étaient pas, notamment elles-mêmes, réconciliées. Alors j'en viens, j'ai prononcé le gros mot, si vous voulez, pour moi c'est le mot nation. Oui. C'est-à-dire que on s'est construit une vision européenne de l'Union européenne, enfin, ce qui est devenu l'Union européenne, notamment après le général de Gaulle d'ailleurs, qui est devenue très supranationale, oui, et qui s'est construite dans l'idée qu'il fallait que l'Europe se substitue aux nations, car les nations c'est la guerre. D'ailleurs, c'est le fameux discours de Mitterrand qui dit « le nationalisme, c'est la guerre ». Mais c'était compris comme étant les nations. Oui, bien sûr. Ce qui est une erreur, bien sûr. C'est pas ce qu'il voulait dire, d'ailleurs. Il ne faut quand même pas lui faire dire plus qu'il le disait. Malgré tout, c'est qu'il est quand même né en 1916. Bon, il accorde une époque où il a su ce que c'était que la guerre, encore. C'est bien la guerre, oui. Et donc, il savait faire la distinction entre les deux. Et cette non-distinction est catastrophique. Parce que ça nous conduit forcément à une vision de l'Europe qui est mal faite, et qui s'imagine que c'est une espèce de vaste terre paradisiaque de paix, etc. Et arrive... alors donc c'était, je dirais, une première chose à dire, c'était pour moi ce qu'on appelle l'européisme, d'ailleurs trivial, mais je suis d'accord avec le terme, je l'assume, la congélation de l'histoire. L'européisme était à l'ouest ce que le communisme était à l'est, la congélation de l'histoire, on l'a mis au frigo. Voilà. Et puis voilà que le communisme s'effondre, et donc l'histoire se décongèle, et ça donne l'avènement des nationalismes ethniques. Et ça donne la première des guerres, qui dépend d'Ukraine, qui est dans les Balkans. Voilà, donc on a des communistes recyclés en nationalistes, Milosevic tout particulièrement et quelques autres, et ça vous donne ça. Alors, on voit bien, on l'a dit, le nationalisme c'est la guerre, et donc les nations c'est la guerre. Mais cette lecture-là, qui repose encore une fois sur l'idée que l'Europe serait cause de la paix, donc il faut qu'elle s'étende successivement
pour qu'elle puisse créer un vaste empire paisible, hein, c'est l'Europe que j'ai bien qualifiée de manière rapide du patriotisme constitutionnel de Habermas, conduit à ce qu'on sait. C'est-à-dire, alors, l'autre congélation est en train de se produire, c'est l'européisme, alors qui est beaucoup plus, qui sera différente, parce que on ne peut pas mettre le même niveau l'européisme avec le communisme. Mais c'est quand même la même conséquence. Et on voit bien qu'elle se décongèle, on le voit par le retour de partis, l'avènement même de partis nationalistes qui arrivent même au pouvoir dans nos pays, différents pays européens. Oui. Et donc ça veut dire que c'est le retour à l'histoire. Et donc ce qui était refoulé. Alors bien sûr, on est en train de commettre une deuxième erreur de lecture du même coup, c'est que la nation, c'est dangereux, donc il faut combattre les extrêmes, les populismes de l'extrême droite, sans s'interroger mais de quoi sont-ils le nom ? De quoi sont-ils le nom ? Et qu'en réalité, on aura intérêt à faire une Europe qui se fasse avec les nations. Car des nations faibles créeront forcément une Europe faible. C'est quand même hallucinant de ne pas se poser cette question de bon sens. Comment peut-on créer une Europe solide si elle se fait, elle se met une balle dans le pied alors que les nations solides permettront une Europe solide. C'est du pur bon sens. Mais malheureusement, il n'est pas partagé, je crois encore, par ceux qui sont aux commandes. Je vous sens d'accord. Oui, ça me fait penser à une lettre de Jean Monnet au président Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale en 1943. Et donc c'était l'un des conseillers très écoutés de Roosevelt pour les questions européennes. Et il écrit à Roosevelt « Il n'y aura pas de paix en Europe si elle se reconstitue sur la base des souverainetés nationales, si les nations restent souveraines. » Donc Jean Monnet explique très clairement en 1943 qu'on va détricoter les souverainetés parce que comme ce sont les nations qui font la guerre, s'il n'y a plus de nations, il n'y aura plus de guerre. Alors c'est assez amusant parce que quand les nations se sont créées au sens républicain moderne, donc fin du XVIIIe siècle. La rhétorique, aussi bien dans la Révolution américaine que dans la Révolution française, c'est que ce qui causait la guerre, c'était justement les structures oppressives de l'Ancien Régime, la noblesse, le clergé, la monarchie, et qu'une fois qu'on aurait mis les nations en place, on n'aurait plus tout ça. Mais sur quoi s'était construit la légitimité d'Ancien Régime au moment des traités de Westphalie ? Sur l'idée qu'il fallait un pouvoir fort et monarchique dans chaque État, parce que sinon, on était livré aux troubles religieux et civils des guerres de religion, manipulés par la noblesse, et que donc il fallait anéantir l'ordre ancien. Et la noblesse avait dû se constituer elle-même etc. Donc, à chaque système politique, on construit une légitimation qui consiste à dire « nous ou la guerre », et en fait, comme aucun système politique ne réussit à faire la paix définitive, on doit bien conclure que, par élimination, que le seul vrai facteur de guerre, c'est l'homme, parce que c'est la seule constante entre ces régimes politiques, et que donc, si on veut supprimer la guerre, il faut supprimer l'homme. Cette émission s'appelle Paix et guerre parce qu'on a voulu éviter le titre de Tolstoï, Guerre et paix. Mais vous êtes en train de nous dire que c'est la guerre qui est première et que c'est la paix qui est construite après. Et c'est pas la paix qui est première et qui ensuite serait bouleversée par des égoïsmes. En gros, vous êtes l'un et l'autre totalement. Vous avez parlé de rousseauisme. Vous êtes totalement dans cette idée-là, c'est-à-dire que là où il y a de l'homme, il y a de la guerre. En tout cas, là où il y a de l'homme, il y a de la violence. Parce que le problème, c'est alors ce qu'on appelle guerre, c'est une violence systématique. Donc, tout le débat sur la préhistoire, la naissance de la guerre, etc., on vous dit oui, mais est-ce qu'au Paléolithique, quand vous avez des tribus, des petits groupes de chasseurs-cueilleurs, oui, avec des ressources qui sont à 25 par groupe et qui sont sur des territoires, donc il y a très peu de contacts. Et donc on dit là, il n'y avait pas de guerre. Oui, mais c'est juste parce que l'occasion ne s'en présentait pas. Le fait est que lorsque vous avez une augmentation de la population, des contacts, etc., ils deviennent souvent rugueux. Et par conséquent, ça ne permet pas de dire ipso facto que l'homme était bon du temps où il n'avait pas l'occasion de rencontrer des concurrents. Et d'ailleurs, que se passait-il dans ces petits groupes ? Au fond, on n'en sait rien. Donc voilà, il me semble difficile quand même de partir sur l'hypothèse de l'homme naturellement bon. Théologiquement, c'est assez vrai. Hein. Oui, et anthropologiquement, si je puis me permettre de rebondir sur ce que vient de dire M. Bott, qui est très important. Vous avez déplacé de fait la question sur le terrain anthropologique par le fait même d'ailleurs de la question que vous avez posée, et c'est pertinent, bien sûr, je suis souscrit. Alors, c'est un vrai défi pour la tradition chrétienne. Le modèle que vous défendez, et que je connais bien, et qui a beaucoup de réalisme, c'est celui de Hobbes, en fait. C'est Hobbes qui a gagné contre Rousseau. Dans la définition, se reprend la définition. Hobbes, c'est la guerre de tous contre tous. Voilà, c'est-à-dire qu'avant d'être une guerre interétatique, telle que vous l'avez définie tout à l'heure pour commencer, elle est déjà anthropologiquement dans un état de nature. Donc les États, en fait, reproduisent cet état de nature à l'échelle planétaire. Il
y a une structure politique à l'intérieur des États, des nations, à mon sens, mais à l'échelle planétaire, c'est pas gagné d'avance. Nous vivons d'ailleurs dans une sorte d'état de nature réel. Donc on peut penser en effet que l'homme est d'abord un animal belliqueux plutôt qu'un animal pacifique. Alors évidemment, c'est un grand défi par rapport à la tradition chrétienne, mais tout dépend comment ensuite on réfléchit à la question théologique, cette fois-ci, du péché originel. Et là, ou bien on est un aristotélicien et on pense en effet que l'homme est un ami et naturellement un ami pour l'homme, et on peut aller sur la route de saint Thomas, Thomas d'Aquin, ou bien on reste plus dans une ligne augustinienne, même s'il ne faut surtout pas confondre Hobbes et Saint-Augustin, mais évidemment qui va du côté d'un certain pessimisme, qui n'est pas une mise en cause de la foi et de l'espérance, évidemment que non. Mais elle repose quand même sur un constat radical, sur ce qu'est l'homme dans son état pécamineux. Ça pose cette question. S'il est plus facilement enclin à la guerre plutôt qu'à faire la paix. Et ça, c'est une énorme question qui se pose. Moi, je suis quand même assez sensible à un certain réalisme anthropologique, plutôt que... parce que je crois que plus on s'éloigne de ce réalisme anthropologique, plus on devient assez utopiste, assez subliminal, permettez-moi l'expression, et on va vers une vision de la paix qui est plus édulcorée, qui se confond avec du pacifisme. Si vous voulez. Ça, on y reviendra aussi. Et ça, c'est la question à laquelle on ira sans doute. À la fin, oui. Mais justement, je voudrais qu'après, on va passer à la question de la guerre juste. Est-ce que, du coup, on peut dire que... Parce que vous êtes en train de nous dire que la guerre, c'est sale, c'est moche. Est-ce qu'il peut y avoir des guerres justes, en fait? Est-ce que le fait qu'elle soit juste empêche qu'elle soit moche? Je veux dire, est-ce que la nécessité de combattre des dictatures infâmes, des régimes inhumains, esclavagistes, etc., rend propre le fait de planter sa baïonnette dans le ventre de l'adversaire? Évidemment pas. Donc je pense que c'est deux questions différentes. La guerre est toujours moche. Peut-elle être juste? Alors là, je parle ici sous le contrôle du Père Bourdin. Moi, en fait, ce que j'ai retenu des lectures que j'ai pu faire là-dessus, c'est que la préoccupation majeure des théologiens qui se sont penchés sur la question, c'était pas tant de la justifier au plan politique, de justifier telle ou telle guerre ponctuellement au plan politique, mais plutôt de permettre aux responsables politiques de se poser en conscience la question de savoir si sa conduite était droite. Autrement dit, c'est une question qui concerne le salut du décideur, plus que peut-être, je sais, voilà. Oui, mais en même temps, j'ai eu l'impression, alors c'est peut-être parce que j'ai mal suivi l'actualité, mais j'ai eu l'impression que dans les années 2000-2010, pour les guerres que menait en particulier l'Amérique, on avait inventé des sortes de guerres chirurgicales. Vous savez, le petit drone qui tue juste le vrai méchant sans tuer les gentils. Oui, mais ça, pour moi, c'est pas la même question. C'est la question de la précision des frappes n'a rien à voir avec celle de la guerre juste. C'est-à-dire, oui, vous n'avez pas de dommages collatéraux. Bon, très bien. Vous n'avez pas de dommages collatéraux, mais vous pouvez tuer chirurgicalement des gens pour des motifs qui sont injustes. Ouais. C'est-à-dire que si vous tuez tel chef d'État pour vous approprier les richesses pétrolières du pays, est-ce que le fait que la frappe soit chirurgicale rend la guerre juste? Absolument pas. C'est important ce que vous dites, parce qu'on nous a quand même dit un peu... On a voulu confondre les deux en disant nous faisons des guerres justes et en plus c'est des guerres propres. Oui, mais enfin, c'est faux. Alors, à contrario, quand vous faites une guerre, disons, contre des gens dont tout le monde s'accordera à penser qu'ils sont abominables, et que ces gens abominables mettent un centre de décision ou un centre de radio, etc., pile poil dans une école, un hôpital ou un lieu de culte, quid ? Est-ce que vous devez vous abstenir de taper sur l'endroit d'où tout part parce qu'il a été intentionnellement... Donc vous voyez, c'est des questions qui sont... Enfin, propreté et légitimité, en fait, me semblent pas absolument corrélées. Donc il faut distinguer... Il me semble. La légitimité... Il me semble. Et parce que c'est vrai que on voit bien... Je peux vous donner un exemple terrible. Oui. Et récent. C'est un livre qui s'appelle La Lune éclaire. C'est paru chez Aux Belles Lettres. C'est un livre qui regroupe des témoignages tout à fait réels d'officiers de la Légion étrangère de ces dernières années et décennies. Bon, chaque récit est anonyme. Bon. Et donc il est question d'un officier français qui attrape deux bons hommes au fin fond du désert saharien dont ils pensent que ce sont des djihadistes. On organise la confrontation avec une dame dont ils ont possiblement égorgé les deux fils. Et il s'avère qu'elle les reconnaît, et l'officier réfère etc. Et on lui dit, bah oui, mais on a un seul témoin, d'une part,
D'autre part, vous êtes au fin fond du désert, vous ne pouvez pas les garder. Vous ne pouvez pas les livrer aux autorités parce que, vous comprenez, dans ce pays-là, la justice est expéditive, donc relâchez-les. Voilà. Et donc, au nom de règles extrêmement idéalistes, on relâche 2 bons hommes, dont il n'est pas dit dans le livre, mais il est sous-entendu que la première des tâches a été de liquider la femme qui les avait identifiés. Vous voyez, c'est terrible, ça. C'est terrible. Et là, ça pose bien la question de l'idéalisme et du réalisme. Est-ce que vous êtes en train de dire, et ça va être la question que je vais poser après au Père Bourdin, est-ce que vous êtes en train de dire qu'on ne peut pas être moral dans une guerre ? Alors là, je sais, c'est une question pour le Père Bourdin. Moi, je ne suis pas théologien, je ne suis pas moraliste. Hein. Je suis historien, l'histoire n'est guère morale. J'essaye de l'être à titre individuel, mais je ne peux pas me prononcer sur un sujet aussi grave. Même question, parce que en fait, c'est la question de la guerre juste. C'est-à-dire, est-ce que... on peut être moralement, j'allais dire, disculpé de faire la guerre si on a suivi les bonnes procédures. Enfin, vous savez, ce qu'on attribue souvent à saint Thomas, que la cause soit juste, que les moyens soient proportionnés, etc. Oui, c'est un vaste sujet. Alors, il faut distinguer 2 choses. D'ailleurs, ça sentait bien dans la réponse que vous a faite M. Motte. Il y a le droit de guerre juste, je reviendrai sur cette expression d'ailleurs, qui déjà en elle-même de nos jours est prête à ambiguïté. Et puis il y a le droit dans la guerre juste. Oui, oui. Et après aussi. Hein. Alors après, oui, ouais. Ça c'est Vittoria d'ailleurs, c'est beaucoup plus tard, c'est le théologien Vittoria qui réfléchit aux 2 questions. Mais donc il y a 2 moments. Augustin, déjà Cicéron, Augustin jusqu'à saint Thomas, la seule question qui les intéresse, c'est le droit de guerre juste. Oui. Il ne rentre pas dans le sujet en lui-même. Qu'est-ce qui se passe pendant la guerre ? Comment ça se passe ? Donc ça veut dire qu'il y a une évolution sur plusieurs siècles de ce qu'on appelle une doctrine, qui ne l'était pas encore véritablement, à mon avis, chez Augustin. C'est un enseignement éparse, mais il n'y a pas un traité. On ne va pas chercher un traité chez Augustin de la guerre juste. Alors encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'était pour lui une façon d'affirmer, de démontrer auprès des païens que les chrétiens ne se contentent pas d'avoir les 2 pieds sur terre mais la tête dans le ciel. Ils ont aussi la tête aussi qui regarde vers le bas. Et donc, leurs vertus ne conduisent pas, contrairement à ce que les païens pensent, à la décadence de l'Empire romain. Elles sont même bien supérieures. Donc c'est le vrai Dieu, celui des chrétiens, qui permettra à l'Empire romain de continuer d'exister au fond. Donc en fait il y a ça. Et alors ça c'est dans la cité de Dieu. Mais quand il parle de la guerre juste, forcément c'est une manière concrète de dire en fait ce que nous voulons nous chrétiens, c'est de ne pas l'avoir. C'est pas tant pour parler dans un langage d'aujourd'hui avoir la fleur à la bouche, c'est pas ça. Mais nous ne voulons pas que la guerre soit du brigandage. Ça c'est un terme vraiment d'Augustin. Mais si la guerre n'est pas du brigandage, on ira. On sera des citoyens à part entière. Et il y a 3 conditions. La première, c'est que... alors ça pose la question de la légitimité. Qui déclare la guerre ? Et c'est évidemment le prince. Donc à l'époque, l'empereur. Et puis, il faut qu'il y ait une justa causa. Enfin, une juste cause, c'est en fait un principe défensif. Au fond, la seule guerre qui soit juste, c'est une guerre défensive. C'est ça. Alors ça peut parfaitement s'appliquer aujourd'hui encore, on le voit très bien, entre une guerre offensive ou même une guerre préventive, qui est une notion que vous seriez infiniment plus à même d'expliquer que moi, mais on l'a vu au cours de ces dernières années, qui n'existait pas avant, enfin, en tout cas n'utilisez pas ce vocabulaire, ne rentre pas dans le champ de la guerre juste. Elle ne peut être que défensive. Et puis, bien sûr, toute guerre doit conduire à un moment donné à retourner à l'état de paix. Donc l'ennemi ne se réduit pas qu'à ce qu'il est. Oui. Il reste mon frère en humanité. Ça, c'est théologiquement parlant, c'est évangélique. Ouais. Donc il y a une compatibilité entre la référence évangélique à partir de ce moment-là et le fait cruel, certes, de devoir faire la guerre. Donc ce n'est pas une apologie du bellicisme, et en même temps, ce n'est pas une apologie non plus du pacifisme. C'est au contraire une vision réaliste de fait. Donc il n'y a pas de pacifisme chrétien au fond. En tout cas, s'il y en a un, il existe, mais il n'est pas conforme à l'enseignement traditionnel de l'Église. C'est plutôt un réalisme à la fois anthropologique et théologique qui consiste à dire que, alors, et c'est le point que je voulais préciser, que par droit, n'oublions pas que Augustin est un Romain
Hein, et un bon lecteur de Cicéron, droit, c'est ius. Il faut parler latin à ce moment-là. Parce que sinon, on dissocie droit et moral. Mais ius, c'est du droit, et c'est du juste. Pour un Romain, c'est indissociable. Hein, ce qui est droit est juste, et ce qui est juste est droit. Ouais. C'est forcément. De nos jours, on a dissocié les deux. Ouais. Donc, le droit, c'est une théologie du droit qui est une théologie morale du même coup. Hein, même si l'expression n'existe pas à cette époque. Mais dans le droit de guerre juste, il y a l'idée de... C'est presque une tautologie, en fait. La guerre est juste si elle rentre dans le droit. Et elle rentre dans le droit, elle est théologiquement justifiable, si on est ou non, sur la base de ces 3 critères. Hein. Donc ça, c'est très important. Et cet enseignement se poursuit au fur et à mesure des siècles. Alors, chez Thomas d'Aquin, il n'y a pas d'originalité, c'est un pur répétiteur. La seule originalité, mais qui est quand même intéressante, c'est qu'il inclut, et c'est très intéressant pour le spécialiste de la guerre d'aujourd'hui, c'est qu'il inclut la question de la guerre comme celle de la rixe ou de la rébellion, enfin les différents degrés de la conflictualité, dans un grand traité, je vous le donne en 1000, qui est le traité de la charité. C'est fort. Oui. C'est très fort. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui relève de la conflictualité par gradation successive jusqu'à la guerre fait partie intégrante du traité de la charité. C'est-à-dire que donc la vertu théologale par excellence, qui vient accomplir la justice, en bon aristotélicien qu'il est, la vertu morale de justice ne se suffit pas elle-même, elle doit s'accomplir dans la charité. Donc la charité ne dépasse pas la justice, ce qui est une erreur, ceci. Elle n'a jamais dépassé la justice, elle l'accomplit. Mais en passant, en acceptant, encore une fois, qu'il y a de fait de la rixe, de la rébellion et de la guerre. Et donc mon ennemi, malgré tout, c'est mon frère. Mais pas encore une fois en se disant laissons-nous battre. Non, s'il faut faire la guerre, il faut faire la guerre. Mais il y a un principe défensif. Vous voyez. Alors, les choses deviennent plus techniques. Et là, je comprends la position de M. Matt, c'est que de fait, quand on bascule vraiment dans un monde beaucoup plus moderne, c'est bien sur le papier. Hein, et c'est plus le problème pour Thomas d'Aquin de dire si on est des bons citoyens, on est en pleine chrétienté. Donc il n'a pas le problème d'Augustin. Hein. Mais alors ensuite, quand on en arrive à Vittoria, d'une certaine façon, on est encore en chrétienté, mais on découvre un nouveau monde, ce sont les Amériques. Et le droit de guerre juste est pensé ou repensé en fonction de la conquête espagnole. Et donc cet enseignement prend encore un tout autre sens. C'est comment arriver à humaniser, ou à moraliser cette conquête espagnole. Et moyennant quoi, le discours de Vittoria n'est pas sans ambiguïté, parce qu'au fond, il cherche à donner cette fois-ci un contenu éthique à la conquête espagnole qui consiste à respecter à la fois les Indiens qui sont des hommes à part entière, ça fait partie des questions qu'il se pose, c'est un grand débat de l'époque, et en même temps à attendre d'eux en retour une communication, ce qu'il appelle une communication entre les Espagnols et eux, c'est-à-dire qu'ils acceptent aussi qu'on vienne leur rendre visite ici. Et donc c'est pas sans ambiguïté, parce qu'il y a toujours un rapport aux civilisés, aux barbares, aux fidèles à l'infidèle. Vittoria, il ne faut pas non plus faire du romantisme autour de Vittoria. Mais il lui donne effectivement un contenu éthique, c'est-à-dire qu'il a bien conscience que les Indiens ne peuvent pas être traités sauvagement non plus. Alors c'est pourquoi il introduit ensuite, il passe de la leçon sur les Indiens à la leçon sur la guerre, où là il est obligé de réfléchir au droit juste dans la guerre, comment la conduire. Et là, évidemment, il y a tout le défi qui est posé. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre qui arrive à peu près à respecter les normes de la morale ? Ça, c'est le grand défi. Hein. Et au fond, quand on en arrive à Hobbes, c'est tout naturel, d'une certaine manière, on en arrive à Hobbes, on est sorti du monde d'Aristote, et là, effectivement, les positions deviennent beaucoup plus radicales. C'est ce que n'a pas pensé Vittoria. Hein, il prépare quelque sorte ce monde-là. C'est l'idée d'une communauté internationale qui ne se réduit plus à une chrétienté, c'est plus possible. Mais il n'a pas encore pensé en termes d'État moderne. Ce qui va changer, et c'est tout le sens de ce que disait à mon ami M. Mott tout à l'heure, c'est que du jour où on bascule vers la formation des États modernes, à ce moment-là, il y a à régler le problème de l'inimitié à l'intérieur des communautés politiques,
l'état de nature, mais il faudra aussi régler le problème des inimitiés dans les relations internationales. Et là, ça prend un tout autre jour, une toute autre dimension. Je pense à Vatel en particulier, au XVIIe siècle. Je pense à... Et puis on arrive à Clausewitz, simplement au XIXe siècle. La question se radicalise. Le théoricien allemand de... Voilà, c'est exactement... Là, on rentre dans le monde de Clausewitz, qui n'a plus rien à voir, bien sûr, avec le monde des théologiens chrétiens. Voilà. Je nuancerai un tout petit peu ce que vous dites sur Clausewitz, parce que lorsqu'on voit, alors il y a ses textes, puis il y a sa vie. Et est-ce que c'est pendant l'occupation de 1814 ou 1815, je ne sais plus laquelle des deux, mais je crois les deux, il est donc officier prussien à Paris, et il appelle les autorités prussiennes, et en particulier Blücher en 1814, qui est le chef de l'armée prussienne, à la modération envers la population, parce qu'il y a un grand nombre de gens dans l'armée prussienne qui veulent faire payer aux Français la dureté de l'occupation napoléonienne entre 1806 et 1813. Et Clausewitz appelle à la modération parce qu'il reste dans cette idée que fondamentalement le problème de la guerre c'est de la gagner, mais c'est de la gagner pour un retour à la paix. Donc il n'est pas si coupé peut-être de la tradition. Pour prendre un exemple un peu plus proche de nous, c'est le maréchal Montgomery à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'il arrive en Allemagne, il y a un début de fraternisation entre les troupes britanniques et puis les civils allemands. Et Montgomery interdit les fraternisations et il fait poser une affiche dans laquelle il explique aux Allemands pourquoi il a interdit les fraternisations. Il dit, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de traité de paix, il ne peut pas y avoir de paix. Et il n'y a pas de paix parce que vous avez fait la guerre voilà, depuis la fin du 19e siècle, vous avez été agressif, etc. Mais naturellement, le but de notre guerre, et notre guerre n'a de sens parce que nous voulons redevenir amis avec vous, mais ça n'est possible que sous conditions, et les conditions ne sont pas réunies. Et je le dis parce que ce texte est d'un grand réalisme, et d'autre part, il est d'un chrétien tout à fait convaincu. Le maréchal Montgomery était un fils d'évêque anglican, et c'était un très grand chrétien. Il lisait la Bible absolument tous les jours, hein, et si on veut avoir une image de soldat chrétien au XXe siècle, c'est un personnage intéressant. Quoique, par ailleurs, tempérament parfaitement odieux et insupportable, mais ça, c'est autre chose. Je reviens à votre... Oui. Ouais, non, j'y suis pour éviter un malentendu. Je ne dis pas qu'on est rentré dans un monde belliciste. Je pense qu'effectivement, ces références éthiques demeurent. Simplement qu'elles sont... plus difficile à incarner. Oui, on est c'est le monde de la guerre interétatique, hein, qui n'est plus ce monde de la chrétienté. Mais ça ne veut pas dire qu'on a affaire à des... des brutes forcément épaisses. C'est ça, oui, absolument. Je reviens à votre réponse en disant c'est pas mon affaire. Je comprends que ça soit pas l'affaire. Non. J'avais pas les compétences. Non, mais mais tout à fait, pardon. J'aime, c'est pour poser ma question, donc je durcis votre position. Vous êtes sur KTO Radio et vous écoutez La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, on parle de la paix et de la guerre. Est-ce que c'est par contre pas l'affaire de ceux qui vont faire avancer les armées ? Je veux dire par là, est-ce qu'on n'est pas maintenant dans une époque où les soldats obéissent parce qu'ils obéissent, mais quand même on doit les convaincre que ce qu'ils font est juste. Et puis il faut aussi que les démocraties, je pense à l'Europe, se pénètrent de l'idée que s'ils font la guerre, ça ne peut être qu'une guerre juste. Mais ça, tous les peuples à toutes les époques l'ont toujours fait. Dire à leurs troupes, de se persuader que la guerre est juste et d'en convaincre les troupes, ça c'est toujours fait. Donc de ce point de vue-là, je ne vois pas qu'il y ait d'originalité. C'est ça. Quant à la première partie de votre question, c'est-à-dire ceux qui vont mener alors il y a les politiques, mais en tout cas les chefs militaires, l'interrogation éthique est souvent présente chez eux. Ça, je peux en témoigner pour fréquenter par l'école de guerre beaucoup de chefs, y compris des grands chefs, et je peux vous dire que chez de très grands chefs français actuels, la question éthique et la question théologico-politique, elles ne les quittent pas. Donc il ne faut pas croire qu'ils vivent en dehors de ces questions-là. La paix. Alors, est-ce que... Vous avez dit que, enfin, vous êtes tous les deux très pessimistes, donc très bien. Réaliste. Réaliste. J'ai envie de vous poser une question très, très naïve. Est-ce que la paix est possible ? Est-ce qu'en gros, on peut sortir de si tu veux la paix, prépare la guerre ? Est-ce qu'on peut arriver à l'idée de si tu veux la paix, fais la paix ?
Je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre la question. Si tu veux la paix, prépare la guerre, c'est une injonction qui s'adresse évidemment pas à la personne, c'est ce qui s'adresse à l'État, me semble-t-il. Oui. Et je pense que c'est une maxime d'État qui restera vraie, je ne sais pas jusqu'à quand, mais vraisemblablement tant que le monde sera monde. Si tu veux la paix, prépare la paix, il me semble que c'est un conseil qui s'adresse plus à tout un chacun. Et je pense qu'il y a bel et bien un lien entre nos choix personnels et la guerre et la paix interétatique. C'est que dans toute l'histoire, les guerres sont aussi des guerres de dérivation de tensions intérieures. Donc plus nous faisons monter la tension sociopolitique autour de nous, plus nous préparons un terrain qui peut être celui de la guerre civile, mais qui peut être détourné en guerre étrangère. Donc je pense qu'il n'y a pas de coupure radicale entre notre vie et puis la paix et la guerre. Nous sommes tous appelés à être des artisans de paix à notre toute petite échelle, mais je ne pense pas que ce soit être artisan de paix que de nier que l'homme soit aussi, il y a des aspects inquiétants, parce que c'est ce qu'a dit le père Bourdin tout à l'heure, quand on n'est plus en garde contre ça, évidemment, on ne voit plus venir la menace. Et c'est là qu'en fait on crée la guerre, les conditions de la guerre. Le désarmement, dans l'entre-deux-guerres, ça a été un blanc-seing accordé à Hitler, au fond. Et dans les calculs pour la guerre en Ukraine, il est absolument évident que dans les calculs qui ont dû motiver le passage à l'acte de Vladimir Poutine, il y a les budgets d'armement ridicules de l'Europe de l'Ouest. Je reviens sur ce que vous venez de dire parce que c'est très important. Vous dites la guerre, ça peut être aussi un dérivatif à des questions intérieures. Très souvent. Peut-être même il faudrait faire une étude guerre par guerre, et puis il y a une part difficile de quantifier tout ça, mais je ne serais pas étonné si on arrivait à me démontrer que la plupart des guerres sont des guerres de dérivation. Autrement dit, un pouvoir essaie de contrôler sa population par la guerre essaye d'éviter la guerre civile par la guerre étrangère. Par la guerre étrangère. Je trouve que la France, en 1914, est emblématique pour ça, tous les pays d'Europe, à dire vrai, mais la France est particulièrement nette parce que c'est un pays qui a traversé une phase de guerre civile froide entre le boulangisme, l'affaire Dreyfus, la séparation de l'Église et de l'État, etc. Et pour la première fois en 1914, depuis des décennies, les Français ont un ennemi commun. Et ce qu'on a appelé finalement, la nostalgie des tranchées après 14-18, l'union sacrée, etc., c'était au fond le bonheur de se retrouver unis, alors qu'on s'était combattu, y compris en famille, depuis des décennies. Lisez Marcel Pagnol, enfin voilà. C'est vraiment ça. Donc je crois que les guerres étrangères sont très souvent la manière d'éviter la guerre civile, oui. La paix. Le christianisme est super champion de la paix depuis les années 60, Pacem in Terris de Jean XXIII. Un texte que, quand on le relit, est beaucoup moins naïf que ce qu'on en a fait. C'est-à-dire, le pape ne proclame pas la paix universelle comme ça. Est-ce que vous pensez qu'on a été un peu naïf, justement dans cette manière de lire, en disant il faut que la paix vienne, et donc je vous pose la question qui vient, qu'on est en train de circonscrire de plus en plus au cours de cette émission, c'est la question du pacifisme. Est-ce que vous pensez que le pacifisme, ça soit une bonne chose ? Non, le pacifisme n'est pas une bonne chose. Et je dirais même qu'il faut, à la lumière de ce que vous venez de dire en référence à l'encyclique du pape Jean XXIII, distinguer, me semble-t-il, entre l'enseignement magistériel, en tout cas celui-ci, ça paraît assez clair, et ce qui en a été fait. Je pense que mais c'est souvent comme ça. On est débordé par ce que l'on enseigne. Oui. Et dans l'imaginaire collectif chrétien de ces décennies, il y a effectivement un imaginaire pacifiste, en effet, qui est déjà là. Et que le pape se soit prononcé dans ce sens de la paix, il avait raison. Mais la réception de ce type d'encyclique, forcément, en passe parce qu'il la précède en réalité. Il y a eu, par exemple, même le pacifisme organisé dans les années de guerre froide, en fait, par le Parti communiste. Et on a vu des chrétiens, je crois, se mêler à tout ça. Donc, en toute naïveté. Alors, la partie... Attendez, moi, on m'a éduqué à Martin Luther King, à Gandhi, la non-violence, etc. Oui. C'était des affreux, ceux-là ? Non, c'était pas des affreux. Je pense que... Il
alors je vais très, très weberien en fait. Hein. Max Weber, donc oui, un Max Weber. Il y a la conviction de la responsabilité. Ouais. C'est-à-dire que, bien sûr, ça ne met pas en cause l'immense figure de Gandhi ou l'objection de conscience, etc. Ça serait erroné de penser comme ça. Mais ça, comment dire, il y a un convictionnalisme, je dirais, têtu, qui risque fort de nous entraîner sur une voie inverse à ce qu'il prétend défendre. Et dans le monde chrétien, et on comprend la fascination du coup pour Gandhi, mais c'est relu ensuite au travers des prismes de notre histoire, et de nos références spirituelles, il y a eu, et il y a même encore cette tendance dans tout un courant, de penser que la paix, c'est forcément la paix à tout prix. Que la paix, en quelque sorte, ne se dialectise plus avec la guère. C'est ça, exactement. Et s'il ne se dialectise plus, comme on vient de le faire depuis le début de l'émission, c'est exactement ça. Ces gens, les pacifistes, sont des gens dangereux avec le sourire. Donc c'est pas Gandhi qui est dangereux. Parce que Gandhi lui mène son combat pour l'Inde et pour les Indiens dans un contexte bien déterminé. Il faut toujours contextualiser les choses. Mais nous ne sommes pas dans cette situation-là. Et d'ailleurs, et donc le pacifisme peut être quelqu'un de dangereux, parce qu'il ne veut pas assumer une question anthropologique fondamentale qui s'appelle la guerre. Et donc ça devient une sorte de fondamentalisme éthique. Et comme il y a du fondamentalisme biblique, d'ailleurs l'un peut entraîner l'autre, du reste, bien sûr. Et donc c'est forcément dangereux. Prenons alors le contre-exemple de Gandhi ou de Martin Luther King, qui avait tout à fait... moi j'applaudis Martin Luther King, je comprends très bien. C'est autre chose, c'est un autre monde. Revenons dans les années de Deuxième Guerre mondiale. On peut noter une chose qui est frappante, c'est que beaucoup de pacifistes se sont retrouvés dans la collaboration, et sont même devenus fascistes, pour certains. C'est vichistes, en tout cas au minimum, mais voire plus que ça. Au nom de l'anticommunisme et donc de la paix avec Hitler et l'Allemagne nazie. C'est un retournement spectaculaire et qui en dit long sur la dangerosité. Pourquoi ? Parce qu'on refuse finalement, en refusant d'assumer l'humanité, donc en ayant ses mains blanches mais sans mains, on est en train de refuser la morale en réalité. Le jugement moral. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans le moralisme, et je pense qu'il y a une immoralité du moralisme qui est radicale. C'est une forme de perversion, le moralisme, qui veut dire l'immoralité. Parce que le sens même de la morale, c'est d'assumer les complexités. Le moralisme, c'est un simplisme. La morale, c'est assumer la complexité de l'humanité. Alors, face aux guerres, quand on est une fois de plus confronté au tragique de l'histoire, comme c'est le cas dans ces années terribles 30 et 40, le pacifisme est une vaste imposture. Carrément, une imposture morale, pour le coup. Et donc le courage, c'est de se dire, c'est pas d'en appeler à la guerre, donc c'est pas d'être belliciste, c'est surtout pas d'être belliciste, mais c'est on n'a pas le choix. Quand vous lisez les discours de Gaulle des années 40, après le 18 juin, bien sûr, ou les mémoires de guerre, bien sûr, il a un mot clé qu'il utilise, lui qui est un catholique convaincu. Il est vertu théologale de Gaulle clé, c'est l'espérance. Et quand il utilise l'espérance, c'est pour dire contre les vieillards de Vichy, dont le principal d'entre eux, sans le nommer, nous ont mis KO, ils ont voulu la paix. Mais justement, l'espérance, c'est de continuer de combattre. Donc c'est de faire la guerre. Mais le même dira maintenant en 1945, il dit bon, maintenant c'est fini, on arrête là. C'est terminé. C'est pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, la guerre est une espérance. Pourquoi ? Parce que c'est notre liberté qui est en jeu. C'est ça. Donc, on voit bien là, alors là, voilà le cas d'un catholique d'État, je dirais le de Gaulle, catholique d'État par définition. C'est la quintessence même du catholique d'État, qui vous dit, mais la morale, c'est l'ensemble moral, mais c'est la vertu théologale par excellence, c'est l'espérance, et on ne peut pas baisser les bras, sinon c'est notre liberté qui est en cause. Donc vous voyez que le pacifisme est dangereux. Alors ça n'est absolument pas en cause l'enseignement magistériel en tant que tel, ça veut dire simplement qu'il se transmet sur un terrain culturel idéologique qui est miné.
et qui le dépasse. C'est un petit peu, si vous voulez, comme nous allons défendre la condition ouvrière, et puis nous avons des prêtres ouvriers ou des militants qui se retrouvent à la CGT ou au PC. Ça, c'était pas prévu par le pape Pie XII. Y compris des dominicains. Et y compris chez les dominicains, absolument. Vous êtes d'accord? Je suis entièrement d'accord, et je pensais, lorsque le père Bourdin parlait de Gaulle, que c'est lui aussi qui orchestre la réconciliation franco-allemande, mais qui l'orchestre dans un cadre intellectuel et spirituel qui est clair à l'époque, puisqu'il y a cette messe à Adenauer, avec le chancelier Adenauer à Reims. Oui. Absolument. Donc cette Europe aussi, c'est l'Europe du début de la construction européenne, qui est une Europe ouest-européenne, qui est une Europe catholique. Donc il y a aussi cette question, dans l'idéalisme actuel, on abolit toutes les frontières, c'est comme ça qu'on aura la paix. La génération qui a construit cette Europe-là était réaliste, c'est-à-dire qu'elle admettait qu'il fallait aussi commencer par avoir des affinités naturelles, en l'occurrence culturelles, mais la culture devient une seconde nature, pour commencer à construire quelque chose comme la paix. Donc ça, on l'a perdu de vue aussi. Mais est-ce que je voudrais on arrive à la fin de l'émission, mais je voudrais quand même vous faire préciser, parce que vous avez dit le pacifisme, c'est aussi du communisme, c'est-à-dire que le pacifisme, ça peut être une arme idéologique, en fait. Ça l'a été assez massivement, oui, ça l'a été assez massivement. Mais au-delà du communisme, qui est quand même une idéologie du passé maintenant, mais c'est, je dirais, une certaine... toutes les idéologies de l'horizontalisme absolu. Je pense à la chanson de John Lennon, Imagine. Et c'est parce que ça résume ce dans quoi on a vécu jusqu'à la guerre en Ukraine, d'une certaine manière. Et à un moment, il est dit, imagine un monde dans lequel il n'y aurait rien, nothing to kill or die for, rien qui exige qu'on tue ou qu'on soit tué. Mais un monde qui exige, où il n'y a plus rien, pourquoi mourir ou tuer, c'est un monde dans lequel on ne croit plus à rien. C'est l'horizontalité absolue. Donc là aussi, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on veut vivre dans un monde de l'indifférence absolue? Parce que l'horizontalité absolue, finalement, c'est l'indifférence absolue. Ça sera le mot de la fin. Alors, pas tout à fait, puisque je vous propose deux livres écrits par mes deux invités. Père Bernard Bourdin, vous avez fait paraître Le christianisme et la question du théologico-politique aux éditions du Cerf. Vous avez 20 secondes pour dire ce que vous avez écrit. 20 secondes, j'essaie oui, 30. Oui, j'essaie d'abord, je me livre à une lecture de notre histoire dans une première partie du livre, et je pense que la modernité est indissociable en fait de son rapport au christianisme et donc du type de théologie politique qu'il a développé. Alors ensuite, j'en reviens à la grande affaire de Carl Schmitt au XXe siècle, avec bon an mal an, ses points forts et ses points faibles. Rapidement, qui est Carl Schmitt? Alors Carl Schmitt, c'était un juriste allemand qui était très, très hostile à la démocratie libérale, mais qui s'est malheureusement compromis dans le nazisme, et ça c'est son péché originel, mais qui a apporté aussi des éléments de lecture importants sur le rapport entre guerre et paix, et je pense au nomos de la terre, qui est pour vous très important, et sur le rapport ami-ennemi, ce sont des concepts clés. Alors là, il est parfaitement antipacifiste. Donc c'est effectivement un auteur clé. C'est un peu le plat de résistance en fait de l'ouvrage, si vous voulez. Et je conclus par une réflexion autour de la question du peuple, dans une pensée juive comme celle de Rosenzweig. Le peuple accompli, réalisé, hors de l'histoire, apolitique, et les peuples qui combattent dans l'histoire, que sont les peuples chrétiens. Et j'établis une confrontation, un débat entre Schmitt et Rosenzweig au terme de ce livre. Le christianisme et la question du théologico-politique, aux éditions du Cerf. Et puis vous, Martin Motte, La mesure de la force, traité de stratégie de l'école de guerre, c'est aux éditions Texto. On a l'impression que c'est Ferdinand Foch. Alors je n'en suis que le coordinateur. Je suis le coordinateur et il est l'un des auteurs. C'est un livre écrit avec le professeur Soutou de l'Institut, avec le professeur Zajek de Lyon 3 et avec le lieutenant-colonel de l'Espinois qui est responsable du pôle historique de l'armée de l'air. Et donc ce qu'on a voulu faire, c'était à la fois montrer les constantes de la guerre dans l'histoire, c'est-à-dire les principes, et la variété infinie des procédés, justement, la manière de la mettre en œuvre dans des circonstances sociologiques, technologiques, etc. différentes. Et on a voulu aussi nous tenir à égale distance des deux péchés originels de la pensée militaire contemporaine actuellement, c'est-à-dire le tout technologique d'un côté, le tout sociologique de l'autre. On a voulu suivre une voie moyenne et politique, au fond, le primat du politique. Voilà, donc de manière très clausewitzienne, ce qui est de tradition à l'école de guerre. La mesure de la force, traité de stratégie de l'école de guerre, aux éditions Texto. Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.